Monsieur Peillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à un poste qui a toujours été extrêmement exposé. Vous avez été député européen avant d'entrer dans le gouvernement Ayrault depuis un an. On va évoquer avec vous l'actualité et on va commencer par, si vous voulez bien, par cette fameuse théorie des genres dont on parle ces jours-ci. Je rappelle que le projet de loi sur la refondation de l'école arrive en deuxième lecture ce lundi à l'Assemblée nationale. Vous avez commandé un rapport sur l'homophobie et sur les discriminations à l'école contre les homosexuels. Vous allez prendre des mesures pour la rentrée 2013 en fonction de ce rapport. Et vous aviez dit aussi que vous étiez opposé à ce qu'on appelle la théorie des genres. Est-ce qu'il y a quand même une pression du syndicat SNUIP et est-ce que vous allez y résister ? D'abord, c'est tout à fait l'inverse. Et il est extrêmement déplaisant et grave pour la France d'entendre ces amalgames, qu'on vient d'entendre d'ailleurs à l'instant, où on mélange théorie du genre, une théorie américaine dont personne ne se fait le relais en France, qui consisterait à dire dans son extrême qu'il n'y aurait pas de différence biologique ou physiologique entre les hommes et les femmes, dont on n'a jamais parlé dans le projet de loi de refondation de l'école de la République, bien évidemment. On parle de beaucoup d'autres choses qui concernent nous 12 millions d'enfants. Ça, on n'en parle pas. Monsieur le ministre. Sans doute de groupes extrémistes qui considèrent en permanence qu'il faut mettre de la polémique, de la violence, de l'irrationalité en France. Car on est en train de faire la plus grande loi sur l'éducation que notre pays, la République française, qui s'est construite autour de l'école, attendait depuis si longtemps. La priorité au primaire, la formation des enseignants, le service public du numérique, personne n'en parle. Par contre, pour dire des bêtises et parler de choses dont chacun d'ailleurs ignore le fond, qui ne sont pas dans la loi. Alors, le journal Le Figaro, et je suis obligé de démentir... Le mot genre ne figure pas dans le projet de loi ? Il figure, je crois, à 3 reprises, comme quand on dit genre masculin et genre féminin, pour ne pas toujours rappeler fille, garçon, femme, homme, et donc la différenciation sexuelle. Donc, il est utilisé comme vous l'utilisez et comme moi je l'utilise, justement pour dire le genre masculin ou le genre féminin. C'est vraiment ce dont la France doit, je l'espère en tout cas pour nos enfants, bientôt se débarrasser. Trop d'irrationalité, trop de violence, trop de bêtises, comme disait Paul Valéry, qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Et donc, je redis nettement, il n'y a pas de théorie du genre. Maintenant, quel amalgame ? Oui, dans notre école, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, et aussi, lorsque leur orientation sexuelle qu'ils découvrent à un âge particulièrement difficile, l'adolescence, est une orientation homosexuelle, il y a plus de souffrance, plus de suicides, il y a des violences exercées à leur endroit. Bon. Et notre rôle d'adulte, notre rôle de parent, mon rôle de ministre, c'est de lutter contre toutes les violences à l'école. Je suis le premier, le président de la République me l'avait demandé, à avoir créé un nouveau corps dans l'éducation nationale. 500 postes d'auxiliaires de prévention et de sécurité pour qu'on ait la sûreté et la tranquillité dans nos établissements. J'ai créé pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale une délégation à la lutte et à la prévention contre l'insécurité. Et nous avons des protocoles que nous développons pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations entre les filles et les garçons et bien entendu les violences faites et donc l'homophobie. Et là, vraiment, j'ai trouvé cet amalgame. On voit bien ce qui se cache derrière. Est-ce que certains voudraient que je renonce à lutter contre les discriminations ? Est-ce que certains continuent de penser qu'effectivement, être homosexuel, ça veut dire, et surtout chez des jeunes, qu'on doit être poursuivi, sanctionné ? Mais enfin, quelle conception ? Ce n'est pas notre conception commune. Donc on voit bien l'amalgame. Il y a la théorie du genre, elle existe dans certaines revues ultra-gauchistes américaines. Elle n'a rien à faire chez nous et elle n'y est pas. Il y a par contre la République française qui lutte pour l'égalité, contre la violence, et qui considère que tous ces enfants doivent être protégés. Mais la lutte c'est contre une volonté de ranimer pour vous, c'est une volonté de ranimer ces querelles-là, précisément après le projet Taubira, et qu'il n'y a rien vous êtes formel, la théorie des genres n'entre pas dans l'éducation nationale en France. Ça a été démenti à plusieurs reprises. Mon prédécesseur avait déjà, qui était UMP, supporté les mêmes attaques, c'était pas du tout. Donc c'est vraiment des groupuscules absolument minoritaires. Vous savez, Blaise Pascal disait, il y a toujours des méchants. Sans doute. C'est la question du mal radical. C'est une vraie question, la banalité du mal ou mal. Mais pourquoi c'est à ces gens-là, ultra minoritaires, qu'on donnerait toujours la parole ? Nous sommes, à mon avis, plus de 99% et quelques à être quand même censés. Donc on ne veut pas que les plus faibles soient battus. On ne veut pas que ceux qui soient en difficulté en aient encore davantage. On considère que nous avons un devoir de protection, y compris à l'égard de tous les enfants. Et puis il y en a quelques-uns qui utilisent l'école, pas pour parler d'école, hein. Là on n'a toujours pas parlé d'école, mais pour
de visée idéologique extrémiste et très radicale. Alors, la lutte contre l'homophobie, donc, dont vous nous parliez tout à l'heure, et qui va faire partie des programmes à l'école, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt aux parents de s'occuper en priorité de cette question-là ? Mais la lutte contre l'homophobie ne va pas faire partie des programmes. J'ai commandé un rapport qui ne m'a pas encore été remis pour voir quels dispositifs, il y en a déjà qui existent. Alors j'anticipe. Mais on voit bien ce que ça sous-entend. Les programmes qui diraient des programmes scolaires. On va avoir un conseil supérieur des programmes, on va faire plus de littérature, de mathématiques, ce qui concerne la lutte contre les discriminations, elle relève d'un certain nombre de dispositifs pédagogiques qui sont pas dans les programmes, mais qui peuvent être des interventions d'associations dans le milieu scolaire que nous contrôlons pour vérifier que n'importe qui ne rentre pas. Certains professeurs qui veulent à un moment faire une information sur certains sujets et donc qui utilisent soit des choses interdisciplinaires, mais il n'y a pas dans les programmes un volet qui serait spécifique. Par contre, je ne veux pas non plus qu'on se ferme les yeux, et puisque vous avez évoqué le débat de cette année, nous avons eu la constatation dans l'école de la République qu'il y avait eu plus de souffrance chez les jeunes gens et les jeunes filles qui à cet âge très difficile où ils se fabriquent, où ils se découvrent et où ils sont particulièrement sensibles. Vous avez vu encore cette jeune fille qui s'est pendue cette semaine à Marseille. Eh bien, ils découvrent parfois qu'ils ont une sexualité qui est différente de l'immense majorité. Et donc là, cela éprouve une souffrance particulière. Si on ne les aide pas, ça crée beaucoup de malheur. Et cette année, dans les appels au secours, il y a des associations spécialisées, dans les indications que le climat général ne les a pas aidés. Et nous avons eu plus de difficultés. Alors, Monsieur le Ministre, on va introduire un cours par ailleurs d'éducation civique à l'école, ou plus exactement 1 heure par semaine qui sera consacrée à un enseignement moral et civique, mais vous ne vous êtes pas prononcé sur le contenu et on imagine que ça n'est pas facile. Comment vous allez organiser un tel enseignement ? Bon, d'abord, cet enseignement, en réalité, il existe déjà, mais sous des formes différentes. Il existe un enseignement de la morale au primaire. Il existe une éducation civique au collège. Il y a même un contrôle au brevet. Et il existe, sauf pour le lycée technologique, déjà au lycée des enseignements de cette nature. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas harmonisés, qu'on confond souvent le juridique, le social, le moral, le politique, et donc il faut mettre de l'ordre un peu dans tout ça, qu'il faut assurer la cohérence et la progression du CP jusqu'à la terminale, les enfants ne vont pas apprendre de la même façon. Et donc j'ai demandé qu'un rapport qui a été rendu essaye de faire des propositions, c'est ce qu'il a fait. Il y aura un débat au Conseil supérieur de l'éducation, et puis il y aura le Conseil supérieur des programmes qui aura à se prononcer là-dessus. Car je veux vous dire une chose simple, qui est d'ailleurs assez étonnante qu'on soit obligé de le rappeler, ce n'est pas le ministre qui fait les programmes. Nous sommes dans une démocratie, c'est rassurant pour nous tous. C'est donc pas le politique qui prescrit, et tant mieux. Et je l'ai dit aux députés, aux sénateurs qui voulaient entrer dans le Conseil supérieur des programmes. Je dis, mais écoutez, laissez faire quand même les professeurs, les savants, les experts, que nous ayons un regard dessus, que nous ayons une demande. Bien entendu, pareil pour les parents. Mais enfin, ce sont des choses sérieuses, comme on apprend à lire en CP, la biologie en CM2. Et il faut donc que les professionnels puissent le faire. Donc le ministre, il donne des indications. Il dit, notre pays a besoin sans doute de rendre plus cohérent l'enseignement de ses valeurs. Dans l'enseignement de nos valeurs, il y a des valeurs civiques, il y a des valeurs qui sont d'ordre républicaine, et puis ces valeurs sont assises sur des comportements, des obligations morales, c'est-à-dire des choses dont on considère qu'elles sont bien ou qu'elles sont mal, qu'elles sont justes ou qu'elles sont injustes. Ça ne veut pas dire que c'est une morale d'État, puisque c'est une morale la nôtre. Je remettais avec Robert Badinter vendredi dernier et Laurent Fabius le prix pour l'abolition universelle de la peine de mort. Ça repose sur une conception, droit de l'homme d'ailleurs, l'idée d'humanité, qui est une conception morale et pas politique. La preuve, c'est que beaucoup de politiques, évidemment, ne la mettent pas en œuvre. Encore aujourd'hui, plus d'un tiers des pays n'ont pas aboli la peine de mort. Donc, nous avons une conception de l'humanité avec des valeurs qui ne nous sont pas imposées uniquement parce qu'on aurait peur du gendarme, mais parce qu'on pense qu'elles sont justes, qu'elles sont meilleures. Et nos enfants ont besoin de défendre ces valeurs. Quand vous prenez les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas d'abord des valeurs politiques comme celles des droits de l'homme. Ce sont d'abord des valeurs qui, justement, sont au-dessus du politique et qui relèvent d'une morale universelle. C'est ce que nous allons essayer de réenseigner avec un peu de force à nos élèves. Ça préserve aussi, je le disais à Richard Prasquier, que je rencontrais aussi vendredi matin, puisqu'il est au terme de son mandat, c'est lorsqu'on redonnera une conscience morale et civique puissante aux élèves,
qu'on luttera le mieux contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme. C'est l'instrument, ce respect, cette tolérance, cette articulation précise entre le politique et le religieux, c'est l'instrument qui permet, cette idée d'une communauté humaine, de lutter contre tous ces phénomènes de violence, de haine, de racisme que nous connaissons. Alors, est-ce qu'on peut résumer tout ce que vous venez de nous dire en disant qu'on va enseigner une morale laïque, et est-ce qu'on va également enseigner une histoire des religions dans ce cours? Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Ça dépendra des niveaux. Vous n'allez pas enseigner la loi morale kantienne ou faire un cours sur le fait religieux, comme le disait Régis Debray, très précis à des enfants de CP. On va d'abord aussi leur enseigner des choses simples, les devoirs envers soi-même, les devoirs envers les autres, la politesse, la notion même d'obligation. Il y a des progressions. Ce n'est pas que des enseignements théoriques, ce sont aussi des enseignements pratiques. Il y a des questions de comportement, il y a des questions d'affect dans ces questions. Donc ceux qui connaissent bien ces sujets, car ça se fait, par exemple la Belgique enseigne ça, sont en train de réfléchir, c'est pas moi qui le fais, à la progression la plus intelligente pour constituer ce sujet moral et civique qui est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans des pays comme le nôtre. Parce que des pays démocratiques comme les nôtres, ils ont toujours reposé, ça a été d'ailleurs l'enseignement de l'affaire Dreyfus, sur une idée. Cette idée, elle est assez simple. Pour faire la République, il faut des républicains. C'est-à-dire que la valeur la plus grande, c'est la valeur de l'individu. Dans l'affaire Dreyfus, c'est l'État qui a tort. Et pourquoi la République est grande? Parce qu'elle peut donner raison à un individu au nom de la justice contre un État. Ça, c'est le principe même des droits de l'homme. Or ça suppose toute une éducation. Et j'entends un certain nombre de gens qui me disent « Mais M. Payon voudrait faire échapper les enfants à la famille, à la religion, à l'État. Je ne fais échapper à personne. Mais je veux leur donner les moyens précisément, parfois, d'être capables de se tourner, lorsque c'est injuste, contre leurs propres appartenances. » C'est la notion même d'universel. Et je crois que c'est ce qui a fait les grandes démocraties. Et donc on est dans la continuité de notre culture. Ce n'est pas une rupture, il existe déjà beaucoup de choses. Mais on sent bien, on souffre assez depuis quelques années en France, justement, de la violence, de la dissolution du lien civique, que c'est un instrument. D'abord pour que nos enfants et nos élèves soient mieux armés, mieux émancipés, mieux capables de se déterminer eux-mêmes, moins sujets à suivre un certain nombre de gens qui voudraient les emmener dans de mauvaises aventures, mais qu'en même temps, pour le lien civique, c'est fondamental. Alors, vous parliez de racisme et d'antisémitisme, mais il est devenu difficile, on en a des illustrations, dans certains lycées et pour certains cours, de parler de la Shoah. Il y a des gosses qui se lèvent et qui s'en vont, ou il y a des gosses qui dérangent le cours et qui empêchent le cours de se dérouler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer cela? Bon, d'abord, c'est inacceptable, donc il ne faut pas l'accepter. Il faut que toute la communauté éducative et autour de la communauté nationale, pour soutenir les professeurs qui sont au fond de la difficulté sociale et de la violence, disent très nettement, soient pas complaisants, ne regardent pas ailleurs, disent si cela est, c'est inacceptable. Deuxièmement, à la rentrée, nous sommes en train de finir de rédiger une charte de la laïcité qui sera apposée dans toutes les écoles de France, tous les collèges, tous les lycées. Il y aura un moment où cette charte devra être expliquée et lue avec les élèves, qui comporte très nettement l'affirmation qu'aucune partie du programme ne peut être contestée par un élève en fonction de croyances personnelles. Nous devons soutenir les enseignants. Ça n'est pas facile, vous le dites. C'est vrai. Mais là où ces difficultés se produisent, elles doivent nous être signalées. Nous devons nous unir pour faire que ce soit inacceptable. Et il faut aussi sans doute, et c'est ce que nous allons faire dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, que nous créons, vous savez, pour redonner une formation aux professeurs à la rentrée, que nous armions les professeurs face à ces situations nouvelles. Mon prédécesseur avait, avec le Haut Conseil à l'intégration, fait une pédagogie de la laïcité qui a été rendue sous mon exercice et que je vais développer avec des modules pour les professeurs. Alors, il y a des modules de gestion de crise, parce qu'il y a de la violence dans l'école, mais il y a aussi des modules pour montrer aux enseignants, fonctionnaires de l'État, comment, lorsque ces problèmes se posent, ça peut être en cours de biologie, vous le savez, il y en a qui nient la théorie de l'évolution, ça peut être en cours d'histoire ou de géographie, ça peut être sur des questions de cantine ou de piscine, eh bien, quelle réponse l'institution doit porter. Car souvent, malheureusement, les équipes éducatives ou les professeurs n'ont pas été suffisamment préparés à cela et formés et sont laissés trop seuls. C'est le pendant, dans le fond, de la morale laïque. D'un côté, pour les enfants, il faut leur montrer en quoi, pour eux,
c'est quelque chose de positif, cette laïcité, y compris pour protéger leurs convictions et leurs convictions religieuses. C'est le seul moyen où chacun peut vivre en paix dans la République en ayant la garantie de ses convictions. Et de l'autre côté, bien entendu, les professeurs qui doivent être armés pour répondre aux situations qui existent. Mais en tant que ministre de l'Éducation nationale, je ne tolérerai pas, et j'ai donné toute instruction et je continuerai pour que de telles choses existent. Cette charte de la laïcité dont vous nous parliez, elle va être mise en place quand? À la prochaine rentrée? À la rentrée prochaine. Alors, vous avez publié la semaine dernière une circulaire pour demander aux professeurs de modérer leurs demandes d'achat de fournitures scolaires. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale fait une telle circulaire. Alors, pourquoi? C'est parce que la situation est si terrible que ça en ce moment? C'est pas en ce moment. Non, c'est pas en ce moment. C'est pour ça que j'hésite à dire. Non, vous n'avez pas totalement tort. En ce sens que, vous l'avez bien vu sur les chiffres du pouvoir d'achat, nous vivons une crise, chacun s'en rend compte. Pour les gens qui sont dans des situations difficiles, c'est encore plus difficile. Bon. Et nous vivons aussi dans un monde, il faut le reconnaître, de marques, de commercialisation, de publicité, de consommation. Bon. Et il y a donc parfois certains abus sur les demandes qui sont faites aux enfants. Les fédérations de parents d'élèves nous demandaient ça depuis longtemps, en disant, écoutez, faisons quand même attention, puisqu'il y a des moyens différents de faire. D'abord, on peut étaler sur toute l'année les choses. Deuxièmement, on peut se les transmettre d'une génération à l'autre. C'est les bourses aux livres, il faut encourager tout ça. Et troisièmement, dans cette circulaire, il y a aussi des questions qui relèvent du développement durable, car il y a là une espèce de consommation sans discrimination, sans souci de ce qu'on achète, de la qualité des produits, qui est importante. Donc, il nous semblait important qu'il y ait cette évolution qui était demandée, donc qu'on puisse discuter de ce que l'on demande aux élèves et donc aux familles pour la rentrée scolaire et puis pour toute l'année. Et c'est vrai qu'avec la pression sur le pouvoir d'achat, c'est d'autant plus important maintenant. Mais c'est une action qui devra être menée dans la durée. Sur l'Europe, Monsieur le ministre, nous quittons un moment votre domaine de compétences. On va y revenir, mais on n'oublie pas que vous avez été député européen et que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Vous avez dit récemment, à propos des relations avec l'Allemagne, je pense que pour la France, il ne faudrait pas faire porter nos manquements sur les autres. Vous pensez qu'on a eu tendance à le faire? Oui, c'est un principe d'ailleurs général qui concerne les individus comme les peuples. Et finalement, il y avait d'ailleurs cette semaine un papier qui était intéressant de Bernard-Henri Lévy sur la germanophobie, et où il montrait bien que c'était souvent ceux qui avaient crié le plus fort contre l'Allemagne qui s'étaient rendus assez complaisants dans les années noires à ce pouvoir qui est arrivé. Il ne sert à rien de faire ça. Il ne sert à rien de faire ça, et il ne sert à rien quand nous avons des difficultés, nous en avons. Le problème des retraites en France, c'est quand même pas la faute aux Allemands. Bon. La détérioration de notre système éducatif, c'est pas la faute aux Allemands si on baisse dans les... Donc ce réflexe un peu pavlovien qui consiste à dire c'est à cause des autres n'a pas de sens. Il y a des dialogues musclés que nous devons avoir avec l'Allemagne. On le sait bien. C'est sur l'orientation de la construction européenne et un certain nombre de débats macroéconomiques, bien entendu. Le président Hollande les a d'ailleurs engagés dès sa nomination. La question, par exemple, des 120 milliards, la question de la BCE. Mais il y a des politiques qui sont d'ordre national et où, de toute manière, nous avons des réformes de structure et des efforts à faire. Lorsque c'était le bilan désastreux de la droite qui nous a précédés, on nous laisse 600 milliards de dettes en plus. Cette dette, elle pèse sur qui? Elle pèse sur les générations qui viennent. Alors, il y a une dette financière, il y a une dette éducative, mais tout ça, c'est, dans le fond, le transfert pour nos générations sur les générations qui viennent. Donc, on les fait entrer dans la vie avec, je dirais, les jambes dans un monde très compétitif où ils vont devoir être performants en faisant peser sur leurs épaules un poids qu'ils n'ont pas, que nous n'avons pas à leur laisser. Donc, ces réformes, il faudrait les faire. L'Allemagne ne serait-elle pas là, ne déterrait-elle rien, même la Commission européenne. Lorsque la Commission européenne dit qu'il y a un certain nombre de choses à faire, mais il faut les faire pas pour faire plaisir à la Commission, il faut les faire pas pour faire plaisir à l'Allemagne, il faut les faire pour l'intérêt de la France et évidemment, en l'occurrence, des jeunes générations. À propos de la Commission européenne, le président François Hollande a dit la semaine dernière à Rodez que la Commission européenne, qui veut que la France fasse d'importantes réformes structurelles, n'avait pas à nous dire ce que nous avions à faire. Mais en même temps, le gouvernement a demandé à Bruxelles de lui laisser 2 ans de plus pour réduire les déficits. Alors, est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Non. Ce que doit faire la Commission, c'est effectivement donner de très grandes orientations
on le sait, sur la maîtrise des comptes publics. Après, la façon dont, c'est tout le problème de la subsidiarité à laquelle nous sommes très attachés, ce concept que Jacques Delors avait mis en place. Comment nous y arrivons dans nos États qui ne se ressemblent pas? On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même système social que les Anglais ou que les Allemands. Donc comment, à l'intérieur de notre identité de pays, nous allons conduire ces réformes? Ce n'est pas à la Commission de nous le dire, nous n'avons pas les mêmes systèmes éducatifs. Elle doit dire, vous devez atteindre tel résultat, donner... Parce que la France a fait des efforts. Les 2 ans, ce n'est pas un cadeau. C'est le résultat une année d'efforts que nous a demandé François Hollande et que les Français ont fait, il faut le reconnaître. On a demandé un effort aux Français cette année. Le résultat, c'est que nous avons amélioré nos comptes publics et donc que la Commission dit, bon, on voit que la France s'est mise en mouvement, elle améliore sa compétitivité, elle fait des réformes de structure sur le plan scolaire, elle est en train de réformer son marché du travail, donc on voit qu'elle va dans la bonne direction. Elle a besoin d'un peu plus de temps, on lui laisse. Ça, ce sont les grandes orientations. Après, comment nous faisons avec les contraintes qui sont les nôtres, l'histoire qui sont les nôtres, les syndicats qui sont les nôtres? Bien entendu, François Hollande a parfaitement raison, ça relève, y compris pour être efficace. Mais c'était un petit peu sec quand même comme réponse à Bruxelles. Bruxelles n'a pas à nous dire ce qu'on a à faire. C'était curieux de la part du président de répondre aussi sèchement à la Commission européenne, il me semble. On peut considérer l'inverse. On peut considérer que la Commission s'était exprimée peut-être un peu... Elle avait demandé des réformes structurelles. Elle avait indiqué lesquelles. Elle avait indiqué un peu davantage. Donc, je crois que la Commission... Mais elle n'avait pas forcément tort. Je pense que ça, on ne peut pas... Ou alors on décide qu'on est un État fédéral. Mais je pense que si vous voulez réformer, prenez la politique familiale en France, tellement particulière, enviée par tous nos voisins, y compris l'Allemagne, qui explique cette natalité française, qui est notre principal atout, qui relève de négociations séculaires, ce droit universel qu'on soit... Bon. Et bien pour réformer ça, s'il faut le réformer, il faut bien mesurer qu'il faut parler à nos associations familiales, ça relève d'une culture, ça explique aussi la capacité qu'ont nos femmes... Parler comme ça de la Commission européenne, ça aide pas les Français à aimer l'Europe. Or, justement, c'est un petit peu ce qui manque aux Français actuellement, c'est de ne pas être suffisamment tournés vers l'Europe. Il faut aussi que l'Europe, je comprends très bien votre raisonnement et je l'apprécie, mais il faut aussi que l'Europe de temps en temps se pose la question de savoir comment elle pourrait être aimable. Et je pense que, vous savez, François Hollande disait souvent en politique, pour être aimé, il faut être aimable. Je crois que c'est François Mitterrand qui lui avait dit ça, il transmettait cela. La Commission, nous sommes pleinement européens, vous l'avez bien compris. Ce gouvernement est totalement engagé dans la construction de l'Europe, y compris dans la relation franco-allemande. Ça lui est reproché par certains. Mais il faut que les choses soient équilibrées. Alors on va revenir à l'école. Dans le projet de loi sur la refondation, vous avez voulu qu'il y ait la devise de la République et le drapeau français au fronton des écoles. Pourquoi seulement les lycées et les écoles et pas l'ensemble des bâtiments publics? Parce qu'ils ne relèvent pas de ma responsabilité. Ma responsabilité est modeste. Mais enfin, il y a beaucoup d'écoles en France. Donc, c'est l'administration la plus présente sur tout le territoire. Nous pénétrons chaque petit village. Nous avons ces écoles, ces collèges, ces lycées. Nous touchons 12 millions d'élèves. Il nous a semblé que... et d'ailleurs, certaines personnes étaient étonnées, pensant que c'était partout déjà le cas, la devise liberté, égalité, fraternité. Et donc, ça n'est pas partout le cas. Et donc, il nous a semblé, si vous voulez, que ce sont nos valeurs communes, nos valeurs partagées. Vous savez que constitutionnellement, d'abord, c'est notre constitution de la République française, c'est notre devise, et ensuite, c'est dans les missions fondamentales de l'école, c'est dans nos textes qui disent l'école doit transmettre les valeurs de la République. S'il faut les transmettre, il faut les faire connaître, il faut les expliquer, et il faut donc les afficher. Alors pour continuer sur l'école, où on en est de la semaine des 4 jours, ou 4 jours et demi plus exactement? Alors, il y a 20% à peu près, un peu plus, des élèves qui repasseront d'une certaine façon, mais c'est quand même une vraie nouveauté parce que ça s'accompagne de projets éducatifs complets, qui repasseront à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée, et les autres doivent passer pour la rentrée 2014. Un mot de la loi Fioraso qui soulève des polémiques. Notre ami Alain Finkielkraut, qu'on va entendre tout à l'heure, est parti en guerre contre cette loi qui prévoit qu'une partie de l'enseignement soit faite en anglais pour attirer des étudiants étrangers. Et il faut bien reconnaître que tous les défenseurs de la langue française sont vent debout. Cette loi est quand même très contestée. Je crois que c'est d'abord inexact. La plupart des défenseurs de la langue française, il y en a quelques-uns, mais ont bien compris qu'elle n'était pas en péril. Ce qui est en péril, c'est le rayonnement de la France.
la capacité de la France à attirer un certain nombre d'étudiants étrangers. C'est l'hypocrisie française, d'ailleurs, Alain Finkielkraut, que j'aime beaucoup, il faudrait que je regarde à l'école polytechnique, mais les grandes écoles françaises font ça. Il a enseigné longtemps à l'école polytechnique. Il enseigne encore, encore pendant un an. Voilà, c'est ça. C'était d'ailleurs merveilleux. J'ai vu un sujet à la télévision. Vous voyez les jeunes des grandes écoles qui disaient ça, c'est formidable, ça nous permet après de trouver du travail, ça nous permet d'avoir des étudiants étrangers. Puis après, on avait un pauvre étudiant, je crois, de Nanterre, qui disait, nous, la faiblesse de la fac, c'est qu'on n'a pas ce qu'ils ont dans les grandes écoles et on n'a pas la possibilité de maîtriser cette langue qui ne se substitue pas du tout au français. Par ailleurs, vous savez, toutes les études qu'on a, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis dans le projet de loi de refondation de l'école la langue étrangère obligatoire dès le CP. C'est un des grands acquis de ma loi, parce que nous sommes les derniers dans les classements européens sur la maîtrise des langues étrangères. Ça, c'est une France ouverte sur le monde et qui va gagner dans cette compétitivité mondiale, ce repli. Donc il faut que nos jeunes, il faut que nous parlions les langues étrangères, et l'anglais, cette espèce aujourd'hui de langue universelle qui permet, à côté d'autres langues, il faut en développer d'autres, le chinois, l'arabe, toutes ces langues doivent être parlées, l'allemand, notre voisin allemand, je développe aussi l'allemand. Mais bref, c'est tout à fait fondamental. Donc c'est les hypocrisies françaises. Pour moi-même, je le fais, je fais mes conférences en anglais, mais je ne le permets pas aux autres. Je voyage dans le monde entier, mais je ne permets pas aux autres de venir chez moi. J'enseigne dans des facs étrangères, parfois dans ma langue. Et enfin, je le tolère en France pour les enfants qui peuvent payer ou qui ont réussi dans les grandes écoles, mais pour l'éducation publique et l'université, je ne tolère pas. J'ai trouvé que c'était vraiment un symptôme, là encore, de ce qu'il y a de peu dynamique en France. Et je trouve que Geneviève Fioraso avait d'abord parfaitement raison. Elle a bien tenu le coup et ce sera une bonne chose pour tous les élèves qui en bénéficieront. Et je pense pour l'université française et nos chercheurs qui ont besoin de rayonner. Alors justement, à propos de trouver du travail et de chercheurs, on a vu les écologistes qui ont voté contre cette loi de Mme Fioriso lui reprochent, si on a bien compris, un lien trop étroit entre recherche et industrie. Mais pourtant, ça devrait être une des vocations de l'université. Je pense que vous allez être d'accord avec ce que je viens de dire, de faire en sorte que les diplômés trouvent un emploi en sortant de l'université, précisément dans l'industrie. Alors comment on explique cette attitude des écologistes? Ils sont déconnectés de la réalité? Écoutez, moi, je n'ai pas suivi le débat d'assez près pour vous dire ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que je le regrette, car je trouve que c'est une erreur. Dans ce projet de loi, il y a des choses très positives sur le premier cycle, sur ce que vous venez de dire, donc la réforme des premiers cycles français qui sont pour nos étudiants une hécatombe. Bon. Donc ce premier cycle progressif qui se fait dans les autres pays, c'est un progrès. Il y a des progrès dans la gouvernance des universités. Il y a des progrès dans ce fait de permettre aux lycéens professionnels, vous l'avez vu, d'accéder aux filières dont ils étaient aujourd'hui exclus, ce qui explique souvent leurs difficultés, qui sont les sections de techniciens supérieurs ou les IUT. Tout ça donne de l'oxygène. Et puis, il y a une préoccupation, qui est d'ailleurs, je vais vous dire, assez ancienne, puisqu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites dans les lois précédentes, pour faire que l'université assume aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire son rôle de faire qu'il y ait une insertion professionnelle des jeunes. On a quand même 25% des jeunes Français au chômage. Ça devrait nous interpeller. Et donc, c'est son rôle. C'est d'ailleurs là encore, les grandes écoles le font. C'est du dogmatisme de la part des écologistes? C'est une manœuvre politicienne? Honnêtement, je n'ai pas à juger et à prononcer de jugement. Je peux vous vous pouvez dire... porter un jugement, ils sont quand même au gouvernement avec vous. Donc je le porte, je le regrette. Je regrette que cela se soit passé comme ça et je pense que cette loi méritait le rassemblement des progressistes. Alors on va terminer par la question MyBooks, mais auparavant, un mot, il y a eu une époque où un spécialiste de psychologie enfantine, il s'appelait le professeur Zazo, disait « c'est à la maternelle qu'on prépare Polytechnique », que tout se décide là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? René Zazo était un... Oui, les années 70. Oui, 80, formidable, ouais. C'était quelqu'un de formidable. En tout cas, nous considérons que la maternelle est très importante. Elle nous est enviée dans le monde entier. Elle a été abîmée ces dernières années. Et donc, dans la réforme que je porte, il y a l'accueil des moins de 3 ans. Dans les milieux défavorisés, c'est très important. Et nous avons des évaluations qui montrent que ça les aide. Nous allons faire un cycle entier de la maternelle. Et j'ai d'ailleurs donné des instructions très nettes il y a déjà plusieurs mois. Et par contre, pour aller à Polytechnique, il faut la maternelle, puis il faut la suite aussi. Mais disons, ça commence à la maternelle. La question MyBooks, comme c'est de tradition maintenant dans cette émission, MyBooks, c'est un site d'information littéraire qui vous pose la question, en partenariat avec nous, quel est votre livre de chevet, monsieur le ministre? Quel livre vous lisez en ce moment?
Comme je travaille à un livre sur Rousseau, dont on a fêté, vous le savez, le tricentenaire de la naissance, je relis beaucoup de livres parce qu'en fait, moi, je lis en écrivant et je fais plutôt des recherches, donc je ne peux pas vous faire la somme des livres qui sont sur ma table, mais par exemple, ce matin, je lisais du Saint-Just et je lisais le livre de Labica sur Robespierre, qui a été le premier interprète de Rousseau. Mais ce sont plusieurs dizaines de livres pour écrire ce livre, qui est la tradition républicaine française. Car vous savez, c'est assez curieux, nous on parle beaucoup de notre République, on pense qu'on est les seuls, mais dans le monde, on ne parle jamais de la République française. Ce qui domine aujourd'hui les études, c'est la République américaine, avec sa tradition, qui, elle, remis à flot, donc la Révolution américaine, qui a remis à flot toute une tradition qui est une tradition italienne. Et donc nous sommes absents des débats sur ce qu'on appelle le républicanisme. Il y a un républicanisme anglo-saxon, un républicanisme italien, et nous, la grande République française, on est absent. Et je pense que c'est une faiblesse des études républicaines, et que nous aurions à mieux défendre cette tradition issue de Rousseau chez nous, qui a d'ailleurs inspiré ailleurs. Et donc j'essaie d'écrire un petit livre au milieu de d'autres chercheurs qui font les mêmes choses sur ce sujet. Mais donc c'est beaucoup de livres dans ma bibliothèque et sur le bureau, et je picore quand j'ai besoin d'aller vérifier quelque chose dans ces ouvrages. Vincent Peillon, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, merci d'avoir été notre invité, l'invité du grand entretien, un grand entretien.